Madame la présidente, chère Aline Mesplès, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de participer à votre congrès. PME du transport routier, innover ou mourir. Pour certains, ce titre pourrait être perçu comme provocateur. Pour ma part, je le qualifierais de stimulant, à l'image de cette journée d'échange qui se révélera, je n'en doute pas, riche de réflexions et de débats. L'ordre du jour est en tout cas prometteur. L'innovation, c'est bien sûr le sens de la vie. Il faut la susciter, il faut l'accompagner. Il nous faut apporter dès demain des réponses concrètes aux nouveaux besoins. Nous devons avoir pour objectif de donner accès à la mobilité durable à tous les territoires et à tous les citoyens. La révolution numérique est fondamentale et l'intégration de la contrainte environnementale est essentielle. C'est vrai pour la société, pour l'économie et pour les transports. Dans cet objectif, l'État est et sera à vos côtés afin de libérer les initiatives des acteurs pour affronter les nouveaux défis, d'orienter les mutations et de protéger face aux risques qu'elles sont susceptibles d'engendrer et de rénover les cadres existants. Alors tout d'abord, l'État veut aider à la libération des initiatives des acteurs de votre secteur. L'innovation est un puissant moteur pour y parvenir. J'illustrerai mon propos à partir de quelques exemples. Tout d'abord, le développement des plateformes numériques. Leur essor rapide bouleverse l'organisation des transports et leur modèle traditionnel. Source de nouveaux risques, elles sont aussi potentiellement génératrices de croissance et d'innovation. Elles peuvent notamment permettre aux petites entreprises un accès nouveau et direct au marché. Elles facilitent l'intégration des transporteurs dans la chaîne logistique et contribuent à diminuer les retours à vide. Et vous avez un rôle important à jouer dans le développement de ces nouvelles offres. Vous devez être un acteur de ce mouvement afin de contrecarrer la possible domination du marché par des acteurs du numérique. L'État est à vos côtés, en particulier face au risque de concurrence déloyale et de comportements frauduleux. Et nous nous attacherons à construire avec vous des cadres de régulation adaptés aux nouvelles économies de plateforme sans brider les initiatives. Le véhicule autonome est un autre moteur de libération des initiatives. Transport du futur, il va probablement révolutionner votre secteur. Le gouvernement soutient l'ensemble de la filière française dans ce domaine, qu'il s'agisse de véhicules légers ou de véhicules lourds. L'État est ainsi présent aux côtés de la nouvelle France industrielle dans ses travaux de recherche et d'expérimentation. Et au-delà de ce soutien, il est important que la France se dote d'une stratégie nationale sur le véhicule automatisé. Nous avons lancé le 15 septembre dernier une consultation auprès de l'ensemble des acteurs concernés pour construire cette stratégie nationale. Nous devons identifier les enjeux clés, fixer des objectifs, des priorités d'action pour les prochaines années. Et moi, j'ai pu voir toutes les innovations que vous portez, et je pense que ça serait intéressant, puisqu'aujourd'hui, on a des expérimentations dans le domaine des transports de personnes, qu'on regarde avec vous quelles expérimentations on peut conduire dans le domaine des transports de marchandises. L'ICMR ou la lettre de voiture électronique est un autre exemple d'innovation puissante au service de la dématérialisation des documents de transport. En améliorant l'échange d'informations relatives à la circulation des marchandises et en diminuant les charges administratives, ce processus est un atout pour l'amélioration de la compétitivité de vos entreprises. C'est aussi, il faut se le dire, un outil de modernisation et d'efficience des contrôles. À ce titre, nous encourageons les États membres qui, contrairement à la France, ne l'ont pas encore fait, à ratifier le protocole additionnel de la Convention des Nations unies relatif au contrat de transport international de marchandises par route. Ce protocole reconnaît la validité des documents électroniques dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Et donc, il convient d'en développer l'usage sur tout le territoire de l'Union européenne, en veillant bien sûr à assurer la compatibilité des différents systèmes. En lien avec les organisations professionnelles,
Mes services préparent une évolution de la réglementation afin d'ouvrir la possibilité de présenter uniquement la lettre de voiture sous forme électronique lors des opérations de contrôle pour le transport routier de marchandises. Le texte sera signé très prochainement. Pour les voyageurs, cette pratique est déjà rendue possible par un arrêté du 12 septembre dernier. Libérer les initiatives, c'est aussi la vocation profonde des Assises de la mobilité. Lancée par le Premier ministre le 19 septembre dernier, cette consultation sur 3 mois doit rassembler l'ensemble des acteurs concernés et permettre de faire émerger des solutions à mettre en œuvre pour bâtir une nouvelle politique des mobilités. Ces assises sont un préalable à la future loi d'orientation que je présenterai début 2018 et qui tracera les contours des transports en France pour les 5 à 10 prochaines années. Notre politique a besoin d'être réformée en profondeur pour donner la priorité au transport de la vie quotidienne, à la performance de notre économie et à l'innovation. Alors, l'un des grands thèmes de la consultation concerne la gouvernance et le financement des infrastructures. La question des ressources affectées aux différents modes de transport est centrale. Vous y êtes sensible et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, et donc je vous le confirme, il n'est pas prévu de remettre en place l'écotaxe. Mais je souscris tout à fait à la citation que vous avez rappelée. Nous ne pouvons pas éviter le débat sur la juste répartition de l'effort entre contribuables et usagers, et nous faisons ce constat sur les files de poids lourds qui traversent notre pays sans participer au financement des infrastructures. Donc moi, je souhaite que nous abordions ce problème et que nous le fassions en étroite collaboration avec votre profession pour trouver la meilleure réponse ensemble, en tenant compte du cadre européen, bien sûr. Et je sais que la question de la fiscalité des carburants vous préoccupe également. Donc vous l'avez rappelé, dans le projet de loi de finances qui est en cours de débat au Parlement, effectivement, le gouvernement a proposé que les taux de taxation du gasoil spécifiques aux transporteurs routiers et au transport routier de marchandises et de voyageurs restent inchangés. Alors j'entends votre demande. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas neuf, mais sur lequel on peut peut-être essayer de travailler. Alors, en complément de son rôle de stimulateur, l'État joue un rôle de protecteur à vos côtés. La menace est clairement identifiée, et vous l'avez bien souligné, Madame la Présidente, c'est celle du dumping social. Au plan communautaire, vis-à-vis du paquet mobilité, la France souhaite améliorer le fonctionnement du marché intérieur et veiller aux conditions sociales et d'emploi des conducteurs routiers. Nous souhaitons obtenir un accord ambitieux sur le paquet mobilité. La France agit en ce sens auprès de ses partenaires au sein de l'Alliance du routier que je réunirai prochainement à Paris. Nous soutiendrons à Bruxelles la nécessité d'un contrôle renforcé et harmonisé du respect de la réglementation et le développement de la coopération administrative entre les États membres au sein de l'Union européenne. La France est favorable au renforcement des critères relatifs aux conditions d'accès à la profession, en particulier pour les véhicules utilitaires légers. L'exigence d'un établissement stable est également un outil de lutte contre les entreprises dites boîtes aux lettres. Tout en veillant à ne pas ajouter des contraintes administratives déraisonnables, donner aux autorités nationales de nouvelles possibilités pour le contrôle effectif du respect de ces exigences constituerait un véritable progrès. Le cabotage est la grande question du paquet mobilité. La France veillera à ce que l'évolution de son encadrement ne favorise pas des pratiques de concurrence déloyale et nous n'accepterons pas les libéralisations supplémentaires proposées par la Commission européenne qui conduiraient à instaurer une sorte de cabotage permanent. Je défends avec vous, je pense, l'idée d'introduire un délai de carence entre 2 séquences de cabotage. Cette idée a d'ailleurs été récemment mise sur la table par la présidence estonienne du Conseil. Le cabotage ne doit pas devenir un mode opératoire ordinaire du transport routier. Sur la question du détachement, vous connaissez l'engagement du président de la République et du gouvernement. Et je pense que c'est bien en partant du constat que vous avez mentionné, ça n'est pas l'Europe qu'on a envie de montrer. Et quand on défend un projet européen, on ne peut pas accepter
l'image qu'on peut voir sur nos routes, effectivement, de travailleurs détachés avec des conditions de travail extrêmement dégradées. Donc c'est un combat prioritaire pour le président de la République et pour le gouvernement. En particulier, l'instauration d'un seuil en deçà duquel les travailleurs détachés ne bénéficieraient pas de la rémunération du pays d'accueil constituerait, à nos yeux, une régression par rapport aux droits existants et une rupture d'égalité avec les salariés des autres secteurs. Le caractère mobile des conducteurs ne justifie pas un traitement différencié. Un travailleur détaché, quel que soit son secteur d'activité, doit travailler sur notre territoire aux conditions françaises. Dans le champ social, les règles européennes ne doivent pas conduire non plus à dégrader les conditions de travail des conducteurs. Elles doivent s'inscrire au contraire dans une volonté d'amélioration continue de leur qualité de vie. C'est pourquoi la France soutient la proposition de la Commission européenne d'interdire expressément la prise de repos hebdomadaire des conducteurs à bord du véhicule et le droit au retour à domicile toutes les 3 semaines. Concernant le transport par les VUL, l'encadrement de ce segment de marché est devenu indispensable à l'échelle européenne, compte tenu de l'implication croissante de ces véhicules dans des opérations de transport international et de cabotage. Et donc, vous l'avez dit, nous partageons ce point de vue. Le développement rapide et non maîtrisé de ce secteur dégrade la performance environnementale du transport routier. Les émissions de gaz à effet de serre sont en moyenne 10 fois supérieures à celles d'un véhicule lourd. Pourtant, les échanges entre États membres relatifs à un renforcement des conditions d'accès à la profession et au marché pour les exploitants de véhicules utilitaires légers ne font pas l'unanimité, vous l'avez bien souligné. De nombreux États, y compris certains de l'ouest de l'Europe, s'opposent aux propositions de régulation pourtant modestes de la Commission. C'est donc un sujet difficile. Et comme je l'ai annoncé le 28 septembre dernier, une mission parlementaire sera lancée dans les prochaines semaines et même dans les prochains jours afin de formuler des propositions d'évolution de l'encadrement des véhicules utilitaires légers. Et je compte vraiment sur votre profession pour nous aider à élaborer un encadrement efficace et pragmatique de ce segment de marché. Au plan social, en interne cette fois, l'État intervient également à vos côtés. Nous savons la tension qui existe en termes de recrutement. Il nous appartient collectivement de donner des perspectives à celles et ceux qui veulent rejoindre vos métiers. Afin de lever une barrière, mes services vont étudier avec le ministère du Travail la possibilité de financement du permis de conduire pour les jeunes. Et j'ai bien noté vos demandes sur le permis de conduire professionnel. Bon, vous savez que c'est un sujet difficile, mais regardons-le ensemble. La négociation collective contribue également à donner des garanties et à construire des protections. Vous avez toutes et tous suivi les débats avec les organisations syndicales de votre branche. Et moi, je voudrais souligner le rôle important joué par vos représentants dans la conclusion d'un accord que certains ont qualifié d'historique. Autour de la table, l'objectif était clair. Il s'agissait de négocier les règles juridiques permettant d'éviter tout risque de dumping social. Et c'est ce qui a été mis en place à l'unanimité. Oui, je pense que le dialogue social peut être la source de progrès partagés et nous venons d'en apporter la preuve éclatante. Chacun y a en effet trouvé son compte, dans le respect des textes qui constituent la nouvelle ossature du droit du travail. Je veux parler des ordonnances, dont je voudrais rappeler qu'elles n'ont pas bougé d'une virgule dans notre négociation. Il vous appartient de continuer à vous inscrire dans une démarche d'échange apaisée. La dernière table ronde sur les transports de marchandises dangereuses a montré que c'est bien le cas. Vos négociations sur les futures classifications, sur le congé de fin d'activité, vos discussions dans le cadre du futur observatoire de la négociation vont, j'en suis certaine, s'inscrire dans cette même veine. Libérateur et protecteur, l'État soutient aussi la rénovation de votre secteur. La transition écologique est à la fois une réalité et une perspective que l'État veut accompagner. Les assises vont aborder la question de la réduction de notre empreinte environnementale grâce à la mobilité propre. Et votre secteur est un acteur clé de la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone.
Dans ce cadre, le développement des énergies alternatives au pétrole constitue un axe central de la politique du gouvernement en matière de transition écologique. C'est pourquoi l'État souhaite vous accompagner dans la modernisation de votre flotte. Dans cette optique, il s'agit de favoriser pour les poids lourds le recours au gaz naturel et demain, peut-être à l'électricité via l'hydrogène. Alors, le dispositif de suramortissement pour l'achat d'un véhicule lourd roulant au gaz naturel mis en place en 2016 devait s'achever à la fin de cette année. La prolongation de ce dispositif est intégrée dans les débats budgétaires. Sur l'AD Blue, je voudrais saluer l'effort de la profession dans le renouvellement de son parc, mais nos services de contrôle ont constaté, et vous le savez certainement, une recrudescence des fraudes à ce dispositif. Il s'agit non seulement d'une concurrence déloyale, mais aussi d'une atteinte grave à l'environnement qui contribue à décrédibiliser les efforts entrepris par la profession. Face à ces comportements, mes services agiront avec la plus grande fermeté. Et je sais pouvoir compter sur votre organisation pour accompagner l'administration dans sa lutte contre ce phénomène qui touche l'Europe entière. Et j'ai pu voir que vous êtes également engagé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, via notamment le programme Objectif CO2. Nous sommes aujourd'hui à un moment clé de la démarche, puisque la première convention de programme adossée au dispositif des certificats d'économie d'énergie s'achève en décembre prochain. Cette démarche est un réel succès. En 2016, l'émission de plus de 400 000 tonnes de CO2 a ainsi été évitée. C'est pourquoi, avec Nicolas Hulot, nous souhaitons pouvoir reconduire un nouveau programme adossé à une convention de certificats d'économie d'énergie pour la période 2018 et 2020. Alors, je le disais, on nous dit souvent que les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre, mais pour l'instant, nous bénéficions de 5% des certificats d'économie d'énergie. Bon, c'est une aide qui peut être vraiment intéressante pour accompagner la profession. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir bâtir ensemble un programme ambitieux de réduction de l'impact énergétique du secteur en intégrant l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Et je pense que c'est important de sensibiliser les chargeurs sur l'importance d'un recours à des véhicules plus propres. Et donc qu'on puisse avoir un nouveau programme très ambitieux intégrant l'ensemble de ces acteurs. La libéralisation en 2015 du marché des services réguliers interurbains a déjà permis de mieux répondre aux besoins de mobilité du plus grand nombre en ouvrant une couverture plus large de notre territoire à des tarifs attractifs. Dans le domaine de l'urbain, la loi du 29 décembre 2016 permet de clarifier et de mieux réguler le transport particulier de personnes. Les prestations de services occasionnels avec des véhicules légers dans les territoires à enjeu devront, au 1er janvier 2018, être exécutées dans le cadre de la réglementation du T3P. Je suis bien consciente que ces évolutions modifient l'activité d'un certain nombre de vos adhérents. C'est la raison pour laquelle des dispositions dérogatoires ont été prévues de façon transitoire, notamment pour le respect de la condition d'âge maximum des véhicules pour accéder à la profession. Voici quelques-uns des sujets que je souhaitais partager avec vous. Je connais votre mobilisation, la mobilisation des entreprises que vous représentez. Je veux vous assurer de mon attention particulière pour votre secteur, acteur indispensable de l'économie, de l'aménagement du territoire, de la lutte contre l'enclavement. Nous sommes à vos côtés pour libérer les initiatives, en investissant pour l'avenir et pour assurer les nécessaires protections. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un excellent congrès.